Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre... Ne soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant de bord. Tromperie sur l'étiquette. Viande de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays. Je ne vous cache pas un réel malaise. Dans les magasins de seconde main comme celui-ci, on trouve toutes sortes de meubles de véritables antiquités, des meubles anciens, mais on trouve aussi énormément de mobilier Ikea. Ces meubles design très populaires sont bon marché, mais ils sont aussi très recherchés d'occasion. Alors Ikea en Belgique, ce sont 6 magasins, 3500 emplois et environ 13 millions de visiteurs par an. Mais que valent vraiment ces produits? Comment sont-ils fabriqués? Vous allez le voir, si la qualité est bien souvent au rendez-vous, ce qui laisse parfois perplexe, ce sont les conditions de production. En Chine, par exemple, certains fabricants arrêtent de travailler pour le géant de l'ameublement, tant les pressions sur les coûts sont fortes. En Roumanie, Ikea est soupçonné de favoriser la déforestation. Alors Ikea, l'obsession du prix bas, c'est une enquête très instructive de Daniel Welter. Ce jour-là à Mons, c'est la toute grande foule. Ikea ouvre un 7e magasin en Belgique et recrute 350 collaborateurs. Le fabricant de meubles à bas coût a mis les petits plats dans les grands. En maîtresse de cérémonie, on retrouve Miss Belgique. Je suis tout d'abord très fière d'être ici avec une grand-mère qui habite Mons, quand même des origines à Mons. En tant que Miss Belgique, je me sens naturellement attirée par le luxe et le design, surtout le design. Ikea. Un rappel de la pose de la première pierre, un investissement de 100 millions d'euros. Et puis, des vidéos vantant le modèle suédois. Modèle qui emploiera bientôt 3600 personnes en Belgique. Moi, j'ai choisi le Murbaum. C'était le lit dans lequel je dormais chez ma grand-mère. Mon article favori, c'est la table lac. On sait tout de suite que ça vient de chez Ikea. Manquez plus que les boulettes, bienvenue dans le monde merveilleux d'Ikea. Pour ce Job Day, le géant suédois a fait appel à ses collaborateurs, premiers ambassadeurs de la marque et du job. C'est physique et donc qu'il faut pas avoir peur de poigner dedans et d'y aller, voilà. Ça, c'est important. Ici, j'ai vu qu'à Ikea, en fait, c'est plus comment nous on est plutôt que ce qu'on a fait avant. C'est ça que je trouve. C'est vouloir faire et on vous donne toutes les chances. C'est à vous de prendre les chances. C'est une fierté parce que c'est notre travail et voilà, on essaye de donner l'envie et la motivation aux gens de partager le quotidien. Vous avez été briefé ici pour parler? Non, du tout, non, je suis comme ça tout le temps et voilà. Une journée d'information à guichet fermé. Ikea a dû limiter son Job Day à 4500 candidats. 7000 personnes voulaient s'y inscrire. J'ai tout Ikea chez moi. De la salle de bain à la chambre. On a des emplois, c'est pas trop ça. Donc on sait qu'ici il y a des petites opportunités, donc c'est intéressant. Ça fait rêver Ikea? Oui. On peut commencer bas et arriver haut. Je suis tellement motivée d'y entrer tout de suite et de travailler parce que c'est vraiment motivant. Je pense que Miss Belgique, elle ne travaille pas ici. Rarement un fabricant de meubles aura autant fait rêver. Mais derrière les sourires des candidats, l'enthousiasme des collaborateurs, que cache la marque jaune et bleue? Que valent ces meubles? Ce n'est pas du bois, c'est de l'aggloméré de bois. Donc un mélange de fibres de bois et de colle. Qui les fabrique? Dans quelles conditions? Avec quel profit? On ne sait pas vendre à perte, ça c'est sûr, mais on prend de petites marges. On vous modèle chez Ikea, vous êtes une matière brute. Qui sont les fournisseurs? Comment sont-ils traités? En Chine, en France? On avait un savoir-faire. Il est parti où notre savoir-faire? Il est parti en Pologne. D'où provient le bois? Serait-il illégalement prélevé en Roumanie? Ce qu'on découvre ici, c'est complètement incroyable. Notre enquête nous a menés en Belgique, en France, au Luxembourg, en Roumanie, en Chine, avec toujours cette même question. Ikea, l'obsession du prix bas.
Chaque année, 13 millions de personnes franchissent ces portes, rien qu'en Belgique. La Belgique, qui compte 6 Ikea, et bientôt 8, avec l'ouverture de Mons et Hasselt. Le principe, c'est d'abord cette idée de génie, la flèche. Il faut suivre la flèche sur plus de 1 km 300 mètres en moyenne. Le parcours vous est imposé. À l'étage, vous commencez par le showroom, où l'art de la mise en scène, le meuble, est présenté dans son intérieur. Le fait qu'il y ait des décors, je trouve ça sympa. C'est pas cher et il y en a un peu pour tous les goûts et c'est assez moderne. Du salon au bureau, de la cuisine à la chambre à coucher, le tout en mode suédois, moderne et épuré. De quoi finir par être inspiré, c'est le but recherché. C'est un rêve, c'est tout de suite sympa, agréable. Tous vos enfants sont meublés Ikea? Beaucoup. Vous en avez combien? 4. Retour au rez-de-chaussée. Voici le marché, là où les rayons débordent, où le désordre est organisé. Des tapis aux luminaires et aux bougies parfumées. C'est le moment d'acheter ce qui vous a inspiré. La visite se termine par le libre-service, l'autre idée de génie. Dans l'univers des cartons plats, pour gagner de la place, c'est vous qui accédez au stock pour récupérer vous-même votre meuble que vous allez vous-même monter. Je trouve ça bien, mais le problème c'est les monter. Si on les redémonte, je ne crois pas que ce soit super. Mais bon, en attendant, on ne doit pas déménager tous les jours. En marchant d'un bon pas, au total, vous aurez parcouru 1 km 350 mètres à l'Ikea de Zaventem en 15 minutes, 24 secondes. Mais surtout en ayant parcouru tous les rayons, sachant que 2/3 des achats chez Ikea sont des achats impulsifs. Difficile de quitter le magasin, le caddie vide. Et parfois, il vaut mieux être deux. On avait besoin de beaucoup de choses parce qu'on s'installe ensemble. C'est bien parce qu'on peut tout acheter. Ikea, finalement, c'est un bon rapport qualité-prix. Pour un début. Et c'est beau. Et vous avez payé combien pour tout cela? Trop. Quand même plus de 1 000 €. Plus de 1 000 € pour ce jeune couple, selon nos estimations, dans les 317 magasins qu'IKEA possède dans le monde, chaque visiteur dépenserait en moyenne 40 €. À l'origine de l'enseigne jaune et bleu, un homme, Ingvar Kamprad. Il donne son nom à la marque qu'il crée en 1943. I pour Ingvar, K pour Kamprad, E pour Elmtarid, la ferme dans laquelle il est né, A pour Agunarid, le village où il a grandi. Aujourd'hui, à 93 ans, c'est un empire que l'homme a cédé à ses 3 fils. Car Ikea, dans le monde, c'est 28 milliards de chiffre d'affaires, 147 000 collaborateurs, 716 millions de visiteurs. À Älmhult, en Suède, un musée lui est consacré. Il faut dire que l'inventeur des meubles au nom imprononçable incarne toujours la culture Ikea. En 1976, il écrit le testament d'un négociant en meubles. Le livre de chevet de tous les collaborateurs aujourd'hui encore. Le ton est biblique, les principes fondateurs. On retiendra le principal. Aucune peine ne devra être épargnée pour maintenir les prix les plus bas. Bonjour, bonjour, entrez. Je vous fais une petite visite. Tout d'abord la cuisine, totalement Ikea, les meubles, la table, les chaises, les luminaires. Qui ne possède pas au moins un meuble Ikea chez soi? Donc le salon pareil, tout est Ikea, excepté les divans. Sinon la déco, les meubles et la salle à manger pareil. La table, les chaises, le buffet. Cela fait 30 ans qu'IKEA s'est implanté en Belgique et que l'enseigne s'est imposée. Ensuite les chambres. Donc la plus grande, donc totalement Ikea également. Donc la garde-robe, le lit, les tables de nuit, le bureau, luminaire également. Ici, tout est Ikea, sauf les divans et la télé. L'an dernier, lorsque cette mère de famille a dû meubler cet appartement pour sa fille étudiante à Namur, elle n'en avait que pour Ikea. Par souci de facilité. Premièrement parce que l'enseigne est tout près de la maison.
Et puis parce qu'il y a tout, ça part de la petite pièce décorative à l'ustensile de cuisine, aux meubles, aux décorations, au linge de lit, de maison, enfin voilà, donc tout y est, donc ça allait vite, c'était une demi-journée à consacrer et puis tout était fait, tout le choix était fait. Un an plus tard. Donc voilà, un an après, j'ai pas grand-chose à reprocher. Il y a 2 étagères qui sont tombées, mais c'est un souci au montage, donc c'est pas Ikea. Et par contre, j'ai un petit meuble qui frotte. Vous voyez, mais sinon, à part ça, pas grand-chose à reprocher. Pour tout l'appartement ici meublé, hormis la cuisine, on en a pour 3008, si je me rappelle bien. Et après, j'y suis retournée une seconde fois. À ce moment-là, pour tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc les assiettes, les bols, la déco, ma fille est venue avec, et là, un petit 800 € également. Au total, 4 300 € pour meubler tout un appartement de chambre avec du mobilier tendance et neuf. Cette mère de famille se dit qu'elle aurait difficilement trouvé moins cher ailleurs. Voyons quel genre de produit Ikea propose à ce prix-là. Un tapis 11 queues de rhum à 39,99 €. 6 gobelets Calas, 1,99 €. Une table et 4 chaises Tarando, 69,95 €. Mais d'où proviennent tous ces produits? Ce n'est pas clairement indiqué sur l'étiquette. C'est dessiné en Suède, mais c'est pas écrit. Écoutez, à ce prix-là, ça ne peut pas être fait, parce qu'en Chine, non, en Belgique, sûrement pas. Prenons la table lac, un tout petit prix, 5,99 €, ce qu'on appelle un produit d'appel pour tout le rayon. C'est encore rentable, une table à 6 €? Vous ne vendez pas à perte? On ne sait pas vendre à perte, ça c'est sûr, mais on prend de petites marges. Chaque année, 6 millions de bibliothèques Billy sont vendues dans le monde entier. Mais est-ce que vous avez 1 mètre de large? Soit une toutes les 5 secondes, mais pas au même prix. En Belgique, la Billy est proposée à 39,99 €. En Roumanie, le même modèle est un peu plus cher, 199 lei, 45 €. En Chine, c'est encore plus cher, 399 yuan, soit 55 €. Effectivement, le pouvoir d'achat n'est pas déterminant pour fixer le prix d'un produit. Mais que penser de la qualité? Dans son testament, Ingvar Kamprad écrit « Jamais la qualité ne devra constituer un but en soi, mais elle devra être adaptée aux besoins des consommateurs. » Eh ben voilà justement une garde-robe qui est emportée par un client, une garde-robe Ikea. Le meuble Ikea est-il vraiment résistant? Un petit salon, un 2+1, tissu, Ektorp, Ikea. C'est un classique. Un grand classique. Ici, un chouette modèle, le Pong, en cuir, très bel état aussi. Dans ce magasin seconde main, on s'arrache les meubles Ikea. Contrairement aux idées reçues, ils peuvent avoir plusieurs vies. Ils résisteraient au démontage, au remontage, au transport. Il y a tout de même une petite astuce. Les garde-robes, c'est souvent en module chez Ikea, c'est bien fait. Le grand meuble que vous voyez là, c'est aussi tous des petits modules qui s'assemblent. Ça permet de ne pas faire de casse au niveau du démontage et du remontage. Et ça permet d'avoir une longévité plus importante du produit. Les meubles Ikea ont vraiment beaucoup de succès en fait. Bien sûr, un succès dingue. Ça se vend très bien, ce sont des objets fonctionnels, dans l'air du temps, il n'y a aucun problème. Les prix sont adaptés, ça se vend très bien. Et à gamme égale, le meuble Ikea serait même de qualité supérieure. Ici, vous avez clairement une petite étagère de moins bonne qualité. On voit tout de suite le dos est moins bien fini. C'est un produit qu'on répugne un peu à prendre parce qu'il vieillit très mal et on a du mal à le vendre. Bah, par exemple, voilà, vous voyez, tout de suite, ça casse. Il manque, ça part très rapidement. Tout de suite, elle vaut plus rien, cette garde-robe, cette petite armoire, pardon. Ce n'est pas de l'Ikea. Seul bémol, l'originalité. Ça ne fait pas preuve d'une grande originalité que d'avoir du mobilier Ikea. D'ailleurs, ce n'est pas l'originalité qu'ils cherchent, ils cherchent avant tout du pratique. Arrêtons-nous un instant sur le produit. De quoi sont faits les meubles Ikea? Pour mieux se rendre compte, nous voici avisés chez Rigaud, 4 générations d'artisans ébénistes. Ils nous ouvrent leur cave à bois sur le principe de la cave à vin. Il faut 1 an de séchage pour 1 centimètre.
Et donc là au-dessus, il faut combien de temps? Là au-dessus, voilà, c'est de 8 cm, il faut 8 ans. Et celui-ci fait 10 cm, il faut 10 ans. Bref, ici le bois vieillit comme le bon vin. Chez Rigaud, on ne travaille que le bois massif, contrairement à Ikea qui fabrique la plupart de ses meubles avec des panneaux en aggloméré. La différence, elle se voit surtout lorsque le bois est scié. Petit test avec une planche Rigaud et une planche Ikea. Vous remarquez qu'à l'intérieur, ce n'est pas du bois, c'est de l'aggloméré de bois. Donc un mélange de fibres de bois et de colle. Donc ce sont tous les déchets et on met beaucoup de colle pour les maintenir ensemble. Colle dont la toxicité aurait fortement diminué ces dernières années. Et par-dessus, on met un film, soit de papier photo imitation bois, soit éventuellement une très fine pellicule d'1 dixième ou 2 dixièmes de bois. L'autre planche que j'avais, la voici, là c'est du chêne massif. Vous voyez qu'en sciant, ce sont les fibres qui se prolongent et c'est vraiment le bois dans toute son épaisseur. Bref, rien à voir, d'apparence plutôt semblable, les deux produits sont radicalement différents au niveau de la qualité de bois et surtout du coût. Quand on travaille ceci, on cherche le coût, la production en série, d'éviter la main-d'œuvre. Tout le contraire du travail de ce bois massif. Avec la main-d'œuvre qu'on doit ajouter pour obtenir un panneau d'1 mètre carré, on peut dire qu'on est certainement à 20 fois le prix de l'autre panneau. Incroyable, la fabrication d'un meuble Ikea en panneau de particules coûterait donc 20 fois moins cher au mètre carré qu'un meuble en bois massif. Finalement, Ikea, c'est un bon rapport qualité-prix. Ça, je ne peux pas vous dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils cherchent à vous offrir le meuble au prix le moins cher. Maintenant, il faut voir à l'usage, avec le renouvellement du meuble, dans le temps, et faire un calcul pour voir si, en finalité, si on achète X meubles Ikea pendant 10 ans, 20 ans, ou un seul autre, quel est le meilleur rapport qualité-prix? En attendant, on comprend mieux comment la marque suédoise peut se permettre de vendre sa table basse laque à 5,99 €. Nous nous sommes encore demandé si la qualité de l'aggloméré avait évolué au fil du temps. Pas simple, les modèles sont nombreux. Partons donc d'un même produit, toujours la Billy qui vient de fêter ses 35 ans. Et comparons la planche d'origine à celle d'aujourd'hui. À première vue, la planche la plus récente a l'air plus aérée que l'ancienne. Donc probablement qu'elle a une masse volumique plus faible que l'ancienne. Ça reste à vérifier. Nous sommes au laboratoire de la forêt à l'UCL. Cet anatomiste du bois va plonger des échantillons de panneaux dans l'eau pour en mesurer la masse. Plus la masse volumique est importante, plus la planche est solide. On constate une différence d'à peu près 4,5% entre les deux planches, à l'avantage de l'ancienne. De là à dire que la qualité est moindre, c'est difficile de s'avancer. Pratiquement aucune différence en 35 ans d'intervalle. Pour un même produit, la planche d'hier serait aussi solide que celle d'aujourd'hui. Dans ses rayons, Ikea met toujours en avant son design suédois et démocratique. Un design petit prix destiné au plus grand nombre. Prenons cette chaise, la Meltorp. Sur l'étiquette, vous retrouvez le nom du designer, Ola Wilborg. A-t-il déjà rencontré Norman Foster? En 2005, Norman Foster crée une chaise pour la société américaine Emeco. Et la ressemblance est troublante. Tellement qu'Emeco a décidé de poursuivre Ikea en justice pour plagiat. Ikea ne souhaite pas faire de commentaires. Le procès est en cours à Munich. Mais cela pose question. Copier, ce serait ça le design démocratique? Nous nous rendons chez Fermob à Toissay, au nord de Lyon, un des spécialistes du meuble de jardin. Prenons 4 chaises basses. Qui peut dire quelle est la chaise Ikea? Au départ, Fermob est une société familiale. Bonjour mesdames, ça va? Il y a 25 ans, Bernard Rébier reprend l'affaire et lui donne un second souffle. À l'international, la ville de New York lui a même passé une commande de 12 000 chaises, autant que le nombre de taxis new-yorkais. Alors, nous allons nous diriger vers la chaîne de peinture.
Début des années 2000, Fermob lance la gamme Luxembourg, des chaises de jardin métalliques de différents styles, une création qui prend du temps. Un développement de produits, et c'est le cas dans beaucoup de secteurs, c'est facilement 2 ans. Parce que les produits paraissent simples, mais il y a beaucoup de détails qui demandent beaucoup de temps. Alors, comme c'est souvent le cas, d'autres marques vont s'en inspirer largement. Voici la chaise Roxo d'IKEA, très semblable avec ses voisines Fermob. On est ici sur ce que j'appelle le design d'inspiration pour ce modèle par rapport au design d'innovation. Nous, notre métier, c'est l'innovation. Chaque mot est pesé. On ne parle pas de copie conforme, mais de design d'inspiration. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau prix, cela fait une grosse différence. La chaise IKEA coûte 59 €, les Fermob, 250 à 350. IKEA, un designer d'inspiration. Je dirais que comme c'est un distributeur, le leader mondial, il a popularisé des formes modernes et on peut penser que IKEA, ayant popularisé, IKEA est le père ou la mère du design. C'est faux. En amont de tout ça, il y a des milliers de designers en France, en Italie, en Belgique ou partout ailleurs qui inspirent les équipes d'IKEA. Et dans le milieu, on vous dira que tout le monde inspire tout le monde. Le patron nous confiera pourtant qu'IKEA aurait bien voulu travailler avec eux. Nous avions été consultés par IKEA il y a très longtemps, 15 ou 20 ans, parce qu'ils avaient été sensibles à la qualité de nos fabrications, donc on était plutôt fiers. Et c'est vrai que dans notre réponse, on nous avait dit « vous êtes trop cher par rapport au cahier des charges ». J'avais quand même noté qu'entre le cahier des charges initial et ce qui nous était dit après coup, ils étaient prêts à descendre les critères qualité. Un bon prix, quitte à baisser la qualité. Dans le testament IKEA, Ingvar Kamprad écrit « Les auteurs de solutions coûteuses sont généralement des médiocres ». Mais comparons tout de même ces qualités. Ce qui me saute aux yeux, c'est l'aspect. J'ai ici 50 coups de meuleuse que l'on voit par transparence. Chez nous, c'est inadmissible. Celui qui fait ça chez nous est licencié. Tout au long de notre enquête, nous remarquons que face caméra, personne ne critiquera ouvertement le roi du meuble en kit. Au contraire. Je suis admiratif de la performance d'IKEA, pas tant sur le plan design. Je pense que dans leur ADN, leur immense performance, c'est l'innovation qu'ils ont mis en matière de merchandising, d'expérience de parcours dans le magasin. Pour moi, c'était une prodigieuse révolution qui fait que j'ai le plus grand respect pour la réussite d'Ingvar Kamprad. Si le concept fait rêver, l'entreprise aussi. Revenons un instant au job des Demons. Qu'est-ce qu'on vous propose? Évidemment un salaire, bien sûr, selon les barèmes. Le barème légal et même un peu plus. En Belgique, chez IKEA, un collaborateur démarre à 1750 € brut par mois. En moyenne, c'est 10% de plus que dans la grande distribution. Pour cela, pas besoin de diplôme, seul compte l'esprit IKEA. L'enthousiasme, c'est vraiment une force IKEA. Chacun peut être soi-même. C'est important aussi. On ne doit pas rentrer dans un moule, on ne porte pas de costume cravate. Chacun est comme il est, accepté chez IKEA. Souvenez-vous les collaborateurs. C'est pas juste un job, c'est aussi une possibilité d'évoluer, de se former dans des choses. Il y a un aspect vraiment plus humain. On a de vraies valeurs, je crois qu'IKEA a de vraies valeurs. Vous avez toujours possibilité de développer personnellement. C'est un concept qui est hyper fort. Donc forcément, le collaborateur, quand il est dedans, il a beaucoup moins de pression que dans des autres endroits où on va dire aujourd'hui tu dois vendre 10 machines à lessiver de telle marque parce qu'on a du chiffre à faire sur ça. IKEA fait du chiffre sur tout son magasin, donc on a moins de pression. Le travail idéal, avec moins de pression, centré sur l'humain dans l'esprit IKEA. Tout le monde n'est pas de cet avis. Cette femme a travaillé 8 ans pour IKEA. C'était un beau rêve, qui s'est un peu fini en cauchemar. Elle a fini par quitter l'entreprise, brisée. Il y a, oui, un climat familial, mais familial dans le sens plutôt vieille famille noble qui exerce un pouvoir un peu abusif, en tout cas qui ne dit pas son nom, avec de la pression, avec des copinages. Quand on sait, parce que forcément on le sait, qu'il y a des problèmes de gens en dépression, de burn-out, ou qu'il y a des gens qui utilisent trop leur statut pour un peu faire le ménage dans leur magasin. Est-ce qu'on
Est-ce qu'on peut toujours dire que l'humain est au centre des préoccupations? Un témoignage troublant, mais qui concorde avec cette étude. Réalisée par Mensura, la médecine du travail en 2013, elle traite du bien-être au travail chez IKEA. Un document exclusif que nous avons réussi à nous procurer. Un collaborateur sur 2 juge le travail peu stimulant, se plaint de surcharge, d'ambiguïté, de compétences non reconnues, de travail monotone. Cette syndicaliste confirme le malaise. Il n'y aurait pas de place pour l'esprit d'initiative chez IKEA et pas question de remettre en cause le système. Le système IKEA, par IKEA, est tellement vécu comme quelque chose de parfait qu'il n'y a pas de raison valable de le remettre en question. Pourquoi faire preuve d'opinion ou faire des demandes des changements? Ça fonctionne tellement bien comme ça. On vous modèle chez IKEA. Vous êtes une matière brute. Plus vous êtes jeune, inexpérimenté, plus vous allez pouvoir vous faire façonner dans l'entreprise. Ce qui est un petit peu particulier dans ce système-là, c'est que cette personne-là, elle est perdue. Imaginons que quelqu'un veuille quitter l'entreprise. Elle a l'image, souvent, de n'être personne ailleurs. Les conditions de travail ne seraient-elles donc pas aussi bonnes qu'on veut bien nous le dire? Voyons du côté des fournisseurs. Dans ces magasins, IKEA propose plus de 9000 références et peut compter sur 1 millier de fournisseurs dans le monde et de nombreux sous-traitants. Estonie. Là, c'est Turquie. Thaïlande. Fabriqué en Pologne. Un produit fabriqué en Suède. Un miroir. Pakistan. Bangladesh. On fait le tour du monde ici. Premier constat, il y a très peu de fournisseurs belges. Un produit belge. En fait, il y en a seulement 0,3%. La compote de poire, c'était une commande unique pour soutenir le secteur face à l'embargo l'an dernier. Pas assez représentatif, selon le producteur namurois, il n'a pas voulu s'exprimer. En revanche, on aurait souhaité rencontrer le producteur de ce tapis. Aujourd'hui produit en Turquie, il l'était encore récemment en Belgique par la société Balta. Installée à Havelgem en Flandre, elle se présente comme le plus grand producteur de revêtements de sol textile en Europe. Elle ne voit pas l'intérêt de nous accorder une interview. Elle nous explique cependant qu'elle a ouvert 2 sites en Turquie car la main-d'œuvre y est 6 fois moins chère. Le coût de la main-d'œuvre, nous y voilà. La problématique est dénoncée en avril dernier par les syndicats au centre de distribution de Genk, celui que nous avons visité. Il serait question de dumping social de la part des fournisseurs IKEA. Nous voulons en avoir le cœur net. Un après-midi, nous faisons le tour du parking. Et en moins de 5 minutes, nous croisons un chauffeur bulgare et un chauffeur roumain. L'argent est versé par la Roumanie. Pas la Belgique. Et en Roumanie, vous gagnez combien? 200 300 euros? Vous gagnez combien? Je ne comprends pas. Plus ou moins. Il préfère ne pas en parler. C'est un chauffeur flamand sous contrat belge qui nous expliquera la situation. Le salaire moyen est entre 11 et 12 euros de l'heure, en brut. Oui, et en Roumanie? J'ai entendu parler de 5 à 6 euros, quoi. La moitié. Ça ne rapporte plus assez, alors ils viennent ici, ils viennent travailler 3 semaines, puis après ils prennent l'argent et rentrent chez eux. Et que dit IKEA? C'est du transport au marché, hein. C'est aussi simple que ça. IKEA aurait-il perdu la notice? Car que fait le fabricant qui, dans son règlement, demande à ses fournisseurs d'être irréprochables, de respecter les lois? On a effectué des contrôles supplémentaires auprès des organisations de transport. On va introduire des contrôles sur place pour aussi entrer en entretien avec les chauffeurs eux-mêmes, hein, pour vérifier certaines choses. Donc ça, c'est une chose qu'on fait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas attendre que... IKEA, en tant qu'entreprise seule, ne peut pas être tenu responsable pour l'entièreté des défis dans le secteur de transport et dans la communauté européenne. Du dumping social pratiqué par les fournisseurs et toléré par IKEA, s'il est avéré, le fabricant de meubles ne serait pas le seul. Les syndicats espéraient tout de même plus de fermeté de la part du géant suédois. Les fournisseurs d'IKEA seraient-ils mis sous pression? Si vos marges sont réduites, celles de vos fournisseurs sont encore plus réduites? Ce n'est pas le cas. On a toujours de bons accords avec nos fournisseurs. Ces accords sont-ils vraiment toujours aussi bons? Pour en savoir plus, nous nous sommes intéressés au divan Ektorp, un autre classique d'IKEA.
estampillé ici Made in France, nous prenons donc la direction de Dunkerque. Sur le parking, une poignée d'ouvriers licenciés nous attendent. L'entreprise a fermé il y a 3 ans. Allez, bon, on y va jusqu'à là-bas voir. On va faire la visite. Alors ici, c'était tous les bureaux de chez Green Sofa. Oui, on était pas mal déjà dans les bureaux aussi parce qu'on produisait pour Ikea. On avait 6 chaînes à un moment donné et on faisait 240 canapés par chaîne. À l'époque, ils étaient plus de 100 à fabriquer plus de 30 000 canapés par mois. Leur employeur, Green Sofa, avait signé un contrat d'exclusivité avec Ikea. Aujourd'hui, c'est fini. On avait un savoir-faire. Il est parti où notre savoir-faire? Il est parti en Pologne. Et alors qu'on avait tout ici sur place. Pour eux, parce qu'on a tout mis ça sur place, c'est pour eux. Hein. Parce qu'un jour ou l'autre, ils disaient « Ah, il faut faire comme ça, allez hop !» On voulait faire comme eux, ils disaient toujours comme eux. Comme une fois, ils nous ont dit « Oh, on va avoir une grande production. » C'était en 2007. Une grande production, il faut faire des équipes, matin et après-midi. Mai 2007. Septembre 2007, c'est fini. Ah non, non, c'est bon, on n'a plus besoin. Ils étaient payés au SMIC, 1 100 € par mois. Puis un jour, Ikea a trouvé moins cher en Pologne et en Roumanie. Mais quand tu penses que les Roumains sont venus travailler pendant 3 semaines sur nos chaînes pour voir comment travailler. Il y a eu des équipes de Roumanie qui sont venues voir comment la fabrication d'un canapé de A à Z. Et se repartir avec les plans de formation du canapé, quoi que ce soit. Petite consolation, à la fermeture, les ouvriers qui le souhaitaient pouvaient passer sous contrat roumain. J'ai posé ma candidature et puis ils m'ont dit oui, il y a du boulot en Roumanie, mais pour 280 € par mois. Il n'y a pas un problème, je dis, je vais partir pour 280 € par mois. Mais il dit oui, mais il n'y a plus que 3 semaines de congé. Et c'est pas grave, je dis, je veux aller en Roumanie. Elle est finalement recalée sur son anglais. Ce qu'ils retiennent du géant suédois, une certaine exigence et l'impératif du coût qui se répercute directement sur le produit. Au début, ils étaient vraiment bien finis. Quoi que ce soit dans la carcasse, dans la densité de la mousse, dans la qualité du tissu. Mais après, au fur et à mesure, Ikea a changé son cahier de charge de travail. Si le coussin faisait par exemple 15 cm d'auteur, à la fin, il pouvait passer à 12 cm. Mais on mettait un morceau de watine pour compenser le volume. Donc à vue d'œil, vous ne le voyez pas, mais en quantité sur 1000 et 1000 canapés, fauteuils qui sont sortis, ça se voit. La qualité au service du prix, l'exclusivité qui conduit à la fermeture. C'est cela, les bons accords dont parlait Ikea. Aujourd'hui, pour les ouvriers, le combat se poursuit en justice contre Green Sofa, qui depuis a installé ses ateliers en Roumanie. Le comble, c'est que même installés à l'Est, ils ne travaillent plus pour Ikea. Si 2/3 des produits vendus sont fabriqués en Europe, à proximité des matières premières et des clients, le dernier tiers des fournisseurs se trouve ici, en Asie. Un sacré marché, le marché chinois avec plus d'1,3 milliard de consommateurs et autant de main-d'œuvre, longtemps qualifiée de bon marché. Autant dire que les fournisseurs d'IKEA y sont nombreux. Mais en 2012, coup de tonnerre en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine. Plus de 200 d'entre eux claquent la porte. Du jamais vu. À Mudanyang, ce jour-là, nous avons rendez-vous avec l'un de ses patrons. Ou plutôt le fils du patron déjà promu sous-directeur à 26 ans. Tao Tang nous ouvre exceptionnellement les portes de son usine. C'est la toute première fois qu'il reçoit des journalistes occidentaux. Sur le site, des dizaines d'entrepôts, des milliers de mètres cubes de bois, du pain essentiellement. Et puis, les fameux cartons plats sur le modèle Ikea. Ici, 1 millier de personnes travaillent. Et jusqu'en 2012, ils ont fabriqué des tables et des lits pour Ikea. On a travaillé pendant 16 ans avec Ikea, mais le prix n'a pas arrêté de baisser. Les conditions de travail n'étaient franchement plus correctes à la fin. Ce n'était vraiment plus en notre faveur. On a donc décidé d'arrêter. Il faut dire que le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Les salaires aussi. Vous gagnez combien? Plus de 2000 yuan, soit plus de 300 € par mois.
Il y a 5 ans encore, cette ouvrière non qualifiée ne gagnait pas la moitié. Aujourd'hui, elle fait partie des bas salaires de l'usine. Face à ces augmentations, IKEA aurait-il eu des exigences irraisonnables avec ses fournisseurs chinois? À Bruxelles, au siège central, on s'en défend. Chaque 2 ans, on fait une enquête, on fait un sondage auprès de nos fournisseurs où on demande leur satisfaction, etc. Et 80% de nos fournisseurs disent qu'ils voudraient faire plus de business avec IKEA. Donc peut-être là, il y a, et ça on ne peut jamais exclure avec des milliers de fournisseurs, qu'il y en a qui sont moins contents, mais il y en a d'autres qui sont très contents. Mais est-ce que vous mettez la pression sur les fournisseurs? On travaille en partenariat avec les fournisseurs. Pas de pression, seulement du partenariat. En Chine, malgré la rupture, notre patron chinois voue une certaine admiration aux fabricants suédois. On doit beaucoup à IKEA sur la gestion des usines, la gestion des coûts. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Mais économiquement, on ne pouvait plus baisser nos prix. Alors on a décidé de créer notre propre marque. Dans leurs ateliers, on remarque pourtant qu'ils continuent à fabriquer certains modèles IKEA pour d'autres clients. Et si vous continuez à faire les lits, même si vous ne travaillez plus pour IKEA? Oui, oui. Avec leur technique à eux, par rapport à leur modèle ou sur un autre modèle? On a un peu changé. Le style des barreaux de lit est tout de même très ressemblant. Des copies de meubles IKEA à la sauce chinoise. Intrigué par la nouvelle marque du fournisseur chinois, on voudrait savoir comment il s'en sort sans IKEA. On se met à la recherche de sa nouvelle enseigne. Pas facile à trouver, pourtant facilement reconnaissable, avec en façade les couleurs du géant suédois. Mais rien ne semble gagner. Ici, les affaires n'ont jamais pris. Un petit problème de localisation, nous dit-on. Du coup, les locaux ont été reloués à d'autres marques. Pas si facile que ça, la vie après IKEA. Surtout qu'en matière de design suédois, le chinois préfère de loin l'original à la copie. Même si la culture est différente, IKEA a bien dû se faire à l'idée que le chinois aime faire la sieste dans ses divans. Le géant suédois, avec ses 20 points de vente en Chine, fait un tabac. À Pékin, nous avons voulu savoir pourquoi. Je trouve que le prix est bon et la qualité aussi. En plus, j'aime la variété qu'on retrouve ici. En fait, ici, le client est persuadé de n'acheter que suédois. C'est original, la qualité est très bonne. Souvent, dans les produits fabriqués chez nous en Chine, ils contiennent des senteurs toxiques. Ils ne sont pas aussi bien faits que les produits IKEA. Incroyable le prestige de la marque, le chinois ne pense acheter que des produits suédois. Dans les allées du libre-service de Pékin, les cartons plats sont pourtant bien avant tout made in China. Mais revenons à nos fournisseurs. Nous voici à présent à Yichun, toujours dans le nord-est du pays, en Mandchourie. Ici encore, cela fait des années que la ville vit de commerce en tout genre et au rythme des marchands de bois et des fabriques de meubles. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec un autre fournisseur d'IKEA. Surprise, lorsque nous franchissons le portail de son usine, tout est désert, les ateliers sont à l'arrêt. La vie après IKEA semble décidément bien compliquée. IKEA voulait l'exclusivité, à présent le voilà sans rien. Pourtant, dans les années 2000, avec ses 400 travailleurs, l'usine a fabriqué jusqu'à 100 000 tables par an. Dans son bureau, le patron nous montre un de ses modèles dans un vieux catalogue. Au départ, le numéro 1 du meuble en kit lui offrait un prix correct, puis ce prix n'a pas arrêté de baisser. Un jour, il a craqué. Il y a un bureau d'IKEA dans la région, j'y suis allé. Je leur ai demandé d'augmenter le prix. Non seulement ils ont refusé d'augmenter le prix, mais en plus ils ont proposé de baisser de 2 à 5% par rapport au prix d'avant. J'ai calculé, si on baisse de 2 à 5%, alors on perd 3 millions de yuan. En 2012, j'ai décidé de ne plus travailler avec IKEA, je suis parti. Le patron a fait ses calculs. Avec IKEA, il perdait 3 millions de yuan par an. Sans IKEA, seulement 240 000 yuan, les salaires et les frais fixes.
Les fournisseurs ont seulement droit à 8% de marge avec Ikea. Quand c'est plus que 8, ils demandent de diminuer le prix. Ils nous achètent des tables à quelques centaines de yuan qu'ils revendent à des milliers. Le prix dans les magasins, c'est 2 à 5 fois supérieur au prix auquel ils nous les achètent. Puis, l'homme va nous expliquer ce qu'il appelle la méthode Ikea. Écoutez plutôt, c'est surprenant. Par exemple, si ce produit se vend mal, si le chiffre d'affaires n'est pas bon, Ikea va chercher un défaut dans le produit du fournisseur. Et avec ce petit défaut, il va faire toute une histoire. Ou alors il va demander de reporter la livraison s'il ne peut pas annuler la commande. C'est la méthode Ikea. Et Ikea ne veut pas le reconnaître. Nous, on la connaît bien. Aujourd'hui, sa principale préoccupation, relancer l'entreprise pour écouler son stock de bois à un prix correct. En le quittant, il nous interpelle. Vous pourriez demander à Ikea une commande, 20 000 unités, mais avec une augmentation de 3 yuan. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous ne pouvez pas, hein, vous êtes les médias, c'est-à-dire l'opinion publique. Et si l'opinion publique parle mal d'Ikea, Ikea sera mécontent. L'homme sait qu'il n'a plus rien à espérer d'Ikea, mais nous demande tout de même de rester juste et objectif. Car s'il en est là, il ne veut pas qu'on dise que c'est uniquement de la faute d'Ikea. On n'a pas vraiment l'habitude de se fâcher contre des gens ou contre des fournisseurs. Mais ici, je peux pas vous promettre, bien sûr, de la Belgique et qu'on va rétablir la relation avec cette organisation-là. Mais le directeur de la communication admet tout de même qu'IKEA s'est séparé de 80 fournisseurs en Chine. Motif, ils ne répondaient plus à leurs attentes ni à leurs critères qualité. Il faut dire que ces dernières années, la Chine a été très préoccupée par sa forêt. La région d'Ichun, que l'on surnomme aussi la mer de bois, a vu ses ressources fondre à force de fournir tout le pays pendant des décennies. Aujourd'hui, il est interdit de couper le moindre arbre. Ce bûcheron peut en témoigner, il a perdu son emploi. Mais il reconnaît qu'il était temps de réagir, de replanter. Il n'y a plus de gros arbres maintenant. Ils sont très fins. Dans des parcs naturels, ils sont gros comme ça. Mais ça, c'est dans les zones protégées. C'est la forêt primaire. On ne peut pas couper. Les parcs naturels sont devenus des parcs d'attractions, où l'on explique aux jeunes Chinois l'importance de la forêt durable. Dans les usines, le bois provient désormais de Russie, situé à 2 heures de route de là. Il serait d'aussi bonne qualité, et surtout moins cher. Pour mieux maîtriser ses coûts, Ikea n'est jamais en manque d'idées. Cet été, la société vient de faire une immense acquisition en Roumanie. Non pas le bâtiment de la bourse de Bucarest, désormais barré par une immense publicité pour la marque suédoise. En fait, Ikea vient de s'offrir 33 600 hectares de forêt pour mieux gérer son approvisionnement. Certains diront pour une bouchée de pain. Difficile de savoir combien en 2013. Elle était mise en vente pour 116 millions de dollars, peu comparé au bénéfice mondial de 3,3 milliards. Aujourd'hui, Ikea devient ainsi le plus grand propriétaire de forêt en Roumanie. Ici, la nouvelle acquisition d'Ikea fait grand bruit car certains l'ont appris un peu par hasard, et surtout à leurs dépens. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec un homme qui se sent floué. C'est vrai, Ikea possède une portion de ma forêt. Pour comprendre, il faut remonter à 1948. Au départ, la forêt appartenait à notre famille. Elle a été saisie par les communistes en 1948. Ils l'ont exploitée jusqu'à la rétrocession, début des années 90. Quand c'est arrivé, j'ai donc tout simplement réclamé ma forêt. Mais ils ne m'ont pas tout rétrocédé. Pour récupérer son bien, l'homme a saisi la justice. À présent, il se dit qu'il n'a plus d'autre choix pour suivre le nouveau propriétaire, Ikea. Combien sont-ils dans ce cas? Difficile à dire. À Bucarest, ce journaliste a enquêté sur les scandales liés à la forêt. Le scénario, digne d'un film d'action. Cette immense forêt en Roumanie a été prise de façon illégale, en tout cas en partie illégalement, par un groupe appelé Enigma.
On les a appelés comme ça parce qu'ils avaient l'habitude de se retrouver dans un bar qui s'appelle Enigma. Au fil des années, la forêt est passée de main en main. En juillet dernier, elle a été rachetée par Ikea. Entre-temps, un ancien propriétaire a été inculpé pour corruption. Cette forêt a son histoire, et ce n'est pas une bonne histoire. Il faut donc vérifier la provenance, voir qui sont les vrais propriétaires. Ça doit être fait au plus haut niveau d'IKEA, parce que même quand on s'appelle IKEA, ça peut se retourner contre vous. À Bruxelles, on nous assure que tout est sous contrôle. Pour l'instant, on n'a pas d'informations comme quoi il y aurait des terrains qui appartiendraient à quelqu'un d'autre. Donc on a fait notre devoir, on a vérifié ces choses-là et on a enlevé les terrains dans lesquels on pensait qu'il y avait des contestations ou des difficultés. Rien à signaler, ils admettent tout de même avoir pris des dispositions. La forêt, un sujet très sensible en Roumanie. Gabriel Paun en a fait sa priorité. Activiste, il a travaillé pour Greenpeace avant de créer sa propre association. Son combat, débusquer la forêt coupée illégalement. Les dernières années, la Roumanie a tellement perdu de forêt. Ils ont évalué la perte à 5 milliards d'euros dans la dernière décennie. Aujourd'hui, il est interdit de couper des arbres dans les parcs et les réserves naturelles. Ce matin-là, on le retrouve avec un ami biologiste dans le parc d'Apuzeni, dans le nord du pays. À peine arrêté, il croise un transporteur de bois. Le convoi leur semble louche. Gabriel Paun passe immédiatement un coup de fil au numéro d'urgence le 112 pour vérifier les autorisations. Ils disent que c'est OK avec ce camion. Il est bien enregistré dans le système. L'enregistrement, ce n'est que la première étape, car la vraie question, c'est d'où vient le bois. En Roumanie, le 112 a été étendu à la forêt. En cas de problème, les coordonnées sont transférées à la police. En 6 mois, 3000 infractions ont été constatées. En attendant, les témoins de coupes illégales se multiplient. C'est un désastre. Que voulez-vous? Il ne reste rien sur des dizaines d'hectares. Ils coupent tout. Nous ne croiserons plus de camions. Restent les dégâts, des dizaines d'hectares abattus sans autorisation, parfois depuis plusieurs années. Vous pouvez voir les coupes. Celles-ci datent de plusieurs années, mais ils n'ont même pas replanté. La forêt se régénère très lentement. Mais est-ce vraiment la faute d'IKEA? Pour les deux hommes, c'est d'ici que les sous-traitants approvisionnent directement le géant suédois. C'est bien connu que les fournisseurs d'IKEA utilisent des arbres provenant de ces forêts. Même s'ils disent que le bois est certifié, qu'ils n'arrêtent pas de faire du marketing autour de la durabilité, un excellent management bien sûr. Personne en fait aujourd'hui ne peut prouver la traçabilité. Si on nous signale des choses sur lesquelles on pense qu'ils ne vont pas, de toute façon on examine toujours, on vérifie. On fait des contrôles. En Roumanie, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de coupe illégale. Cela fait des mois que Gabriel Paun surveille les fournisseurs d'IKEA. Près de Cluj, voici Ecolor, un site de 45 000 m², toute l'étendue du village. Ils n'ont pas souhaité nous rencontrer. À quelques kilomètres de là, Sortilem. Ici encore, notre activiste est persuadé que l'entreprise achète du bois illégalement coupé. On voudrait en savoir plus, par mail ou à la grille. C'est compliqué de décrocher un rendez-vous. On ne peut pas aller voir le showroom? C'est impossible. On peut voir vos chaises dans un magasin? Quelque part, vous avez un magasin? Non? Pourquoi c'est si secret? Ce n'est pas secret. Finalement, par téléphone, le patron nous affirme ne pas commercialiser de bois provenant de zones illégales. La parole de l'un contre la parole de l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des précédents ailleurs. En Carélie, au nord-ouest de la Russie, d'autres ONG ont mené le même combat. Des bois rares et centenaires coupés illégalement dans des zones encore vierges. Sous la pression, en 2014, IKEA a fini par tout arrêter.
Ikea, accusé de déforestation, ses besoins sont immenses. Chaque année, Ikea consomme 1% des réserves mondiales de bois. Alors que le fabricant met en avant le côté durable, 40% de son bois est labellisé, certifié développement durable. Les scandales liés au bois font tache. Ici en Roumanie, à Gherla, la ville a toujours connu les fabriques de meubles. Elles sont d'ailleurs sponsors du centre culturel. Son directeur tient absolument à nous présenter deux chaises. Ici, nous avons une chaise de la fabrique de Gherla dans les années 70, de la période communiste. Et ici, voici l'autre, de l'après-révolution, de la nouvelle compagnie qui travaille avec Ikea. Mais si Ikea a choisi Gherla, et plus généralement les pays de l'Est pour sa production, ce n'est pas qu'une question de tradition. À votre avis, pourquoi Ikea vient ici? Pour la main-d'œuvre bon marché, la qualité allemande et les salaires roumains? Est-ce qu'il paie bien? Le minimum à l'économie. Combien? 1050 lei. 1050 lei bruts, soit en net 200 € par mois en 2015, à seulement 2 heures de Bruxelles. Souvenez-vous, c'est moins que le salaire de ces ouvriers chinois qui gagnaient 300 € par mois. À l'IKEA de Bucarest, nous recherchons les chaises fabriquées en Roumanie. Voici Lidolf, vendu à 219 lei, 50 €. Avec son salaire, un ouvrier roumain qui travaille dans une fabrique de bois pourra s'en offrir 4 par mois. IKEA, l'obsession du prix bas. Que ce soit au niveau du produit, des fournisseurs, de la structure financière, des matières premières, le roi du meuble en kit semble toujours cultiver la même obsession, décrocher les meilleurs prix pour ses clients et pour lui. Rien d'autre qu'Ingvar Kamprad n'est déjà écrit dans son testament, souvenez-vous. Aucune peine ne devra être épargnée pour maintenir les prix les plus bas. Voilà, c'est la fin de ce Question à la Une. Merci à vous qui nous suivez sur TV5 Monde.